Pardon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, les jeunes et les moins jeunes. Merci d'être venus. Petite présentation rapide et ensuite je donnerai la parole aux conférenciers et aux modérateurs. D'abord, je me présente, je m'appelle Alain Legardez, je suis professeur émérite de sciences d'éducation et de la formation à l'Université Aix-Marseille. Émérite, ça veut dire retraité et qui continue à travailler un petit peu, bénévolement. C'est ce que ça veut dire en gros. Ouais. Je suis vice-président aussi du Cercle Condorcet et ce n'est pas moi qui devrais vous parler ce soir puisque ce devait être notre président qui s'appelle Alain Legoanvic, mais qui est malade au fond du lit. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement, mais il ne pouvait pas être là et donc il fallait l'excuser et je l'ai remplacé un peu au pied levé. Plus bas comme ça devrait marcher, oui. Bon. Nous tenons d'abord à remercier la direction de sciences politiques qui nous accueille assez souvent ici. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Vous verrez qu'en plus, on parlera de l'IEP, il parlera de l'IEP dans la conférence. Donc, à ce point de vue-là aussi, en plus, on est vraiment là où il faut. Présentation rapide de ce que sont les cercles Condorcet et le cercle Condorcet d'Aix. Les cercles Condorcet, il y en a environ une trentaine en France. Ils ont, alors je reprends la définition en quelque sorte de leur objectif, ils ont pour objectif de penser le présent et de répondre à la question « Comment vivre l'humanisme aujourd'hui ?» Belle question. Quant au Cercle Condorcet d'Aix-en-Provence, il a été fondé en 1989 lors du bicentenaire de la Révolution, en particulier par Arlette et Marcel Masson. Et j'en profite pour dire, au nom du comité, enfin au nom du CA et des membres de Cercle Condorcet d'Aix, que cette conférence sur cette thématique de l'éducation est dédiée à notre collègue et ami Marcel Masson, qui est décédé cette année, il y a quelque temps, et qui fut un spécialiste condorcien de l'éducation, je vais dire, vraiment très très impliqué. Il aurait été heureux qu'une conférence débat sur cette thématique puisse être proposée à l'IEP. Après un long travail de notre cercle, ça a été vraiment un très long travail pour arriver à placer et à tenir donc cette conférence, avec des reports, mais nous nous sommes attachés et nous y avons réussi grâce à Alain Legoanvic en particulier, Michel Floreau, moi-même, les deux collègues, le secrétaire et notre trésorier et secrétaire, et nos deux autres collègues du bureau. Et Olivier Marty. Ce fut une course longue. L'organisation de cette conférence débat. D'abord, des excuses pour les titres différents qui vont être proposés. Peut-être que si vous avez reçu plusieurs, il y en avait un titre, c'était Condorcet, éducation, égalité et citoyenneté. D'autres fois, c'était l'éducation selon Condorcet des citoyens égaux. Et une autre fois aussi, c'était Condorcet, les inégalités éducatives et la citoyenneté. Bon, vous verrez, Olivier Marty montrera que tout ça, c'est dedans, et il va parler de tout ça. Mais donc, il y en a peut-être qui se sont un petit peu trompés en se disant, mais est-ce que c'est la même conférence? C'est la même. Le conférencier, ici à ma droite, c'est Olivier Marty, qui se présentera plus clairement tout à l'heure, plus complètement, mais qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille, auteur d'un ouvrage sur Condorcet et éducation, en anglais, et ancien étudiant d'un IEP, il vous dira lequel. Autrement dit, The Right Man on the Right Place. Puisque tu l'as fait en anglais. Et le modérateur, ici, qui est un collègue d'Olivier, est Thomas Bellon, enseignant-chercheur en philosophie à AMU, et donc collègue d'Olivier. Il se présentera aussi en quelques mots juste après. Le timing, 3 quarts d'heure de conférence et 3 quarts d'heure de débat, grosso modo. Et donc le modérateur essaiera de tenir un petit peu ça. J'ajoute qu'il y a ici au premier rang des listes pour ceux qui souhaiteraient adhérer à notre cercle Condorcet, si vous êtes stimulé par ce qu'on a fait, etc., et que vous voulez venir renforcer. Et il y a également une liste pour ceux qui souhaiteraient mettre leur mail pour être informés des prochaines conférences et autres. En particulier,
La prochaine conférence est prévue le 13 janvier 2024, l'après-midi, on n'a pas encore exactement l'horaire, en salle 108 de la MJC Bellegarde. Le conférencier est M. Maloum, qui est un spécialiste de géopolitique, qu'on a déjà fait venir à plusieurs reprises, sur la question, vous allez voir, allons-nous vers un nouvel ordre mondial? Là encore, vaste question. Voilà, n'oubliez pas non plus que vous pouvez aller sur notre site en ligne, Cercle Condorcet d'Aix, vous aurez toutes les informations. Merci, et je laisse la parole à Olivier Marty. Bonsoir à vous. Merci Alain Le Gardès pour cette introduction. J'ai intitulé le dernier titre « L'éducation selon Condorcet ». On va parler de Condorcet, invité par l'association Condorcet et en particulier d'éducation, puisque donc c'est le métier de plusieurs d'entre nous à l'association du Cercle Condorcet, où cela l'était. Avec la question de l'égalité ou de l'inégalité. Alors ça a été formulé de différentes façons. Bon, c'était une figure imposée qui est un citoyen, donc on est bien dans la cité française avec sa capitale sur le modèle athénien, mais enfin ça peut être modernisé par les lois de fer, etc. Des citoyens surtout égaux. Alors on a beaucoup questionné cette égalité. On avait intitulé ça « Des citoyens égaux » avec un point d'interrogation, en se demandant si la volonté de Condorcet d'égaliser la société française par l'éducation avait été réussie. On verra les limites de ceci. Et finalement, on n'a trouvé que 3 points de suspension. On voudrait plus laisser le doute et amener à penser. Donc nous en étions là de notre réflexion quand il a fallu à un moment donné monter sur scène et faire la présentation. Donc je suis maître de conférence, habilité à diriger les recherches. Vous verrez que c'est aussi une conférence recherche qui a une petite dimension réflexion, et à travers vos questions en particulier sur les questions de l'inégalité en éducation. C'est un réseau thématique du CNRS qui est en place et il nous est demandé en tant que chercheur de travailler à ce sujet. Donc à titre de sciences participatives, vous êtes invités à poser des questions qui feront avancer la réflexion. Collègue d'Aix-Marseille. Et alors effectivement, comme cela a été dit, je suis ancien élève d'un IEP. Alors les IEP, pour ce que j'en connaissais, il y en avait une 8aine. J'étais admis après le bac et j'étais élevé jusqu'à l'école normale supérieure pour un master. Les IEP ont bien changé, mais bon, il m'a été dit par des représentants d'administration qu'il y avait des élèves potentiels. Alors évidemment, ces élèves, je peux que les encourager à bien écouter sur un sujet d'histoire des idées politiques. C'est en cours de 2e année, souvent, enfin de mon temps. Et puis peut-être à s'inscrire à l'association Condorcet s'ils sont admis, puisque bon, il y a des associations étudiantes où se passe un certain nombre de choses de classe d'études, et puis il y a des associations avec des seigneurs de la ville qui peuvent participer à des coopérations intergénérationnelles, et ça peut être un intérêt mutuel. Donc sans plus attendre, je vais commencer cette présentation en finissant de vous exposer les raisons de la conférence. Effectivement, il y a ce livre qui était l'objet de notre première rencontre, un livre sur Condorcet qui est apparu en 2020. C'est un livre dans une collection qui s'appelle Briefs, il fait 60 pages, c'est un petit livre, avec un collègue des États-Unis qui est dans un centre de formation pour enseignants dans une ville qu'ils ont appelée aux États-Unis la ville de Normal. Donc c'est la ville aux États-Unis qui forme les enseignants, et donc ils parlent eux de normalites. Alors c'est pas une maladie, les normalites, c'est les étudiants de cette université. Alors d'après le collègue, mais je veux bien le croire, quoiqu'en relisant avant de venir ce soir ces améliorations de style, tout auteur est un peu trahi, et il y a des choses où on n'a pas fini de discuter avec ce collègue sur comment présenter donc, le système de nos grandes écoles, c'est le deuxième point, au monde anglophone. En tant qu'ancien élève d'un IEP, parfois étudiant, je prendrai quelques exemples sur des IEPiens. Des IEPiens, c'est une façon de les appeler, de nous appeler, pour rendre le propos peut-être plus concret, plus proche de la jeune génération. On passera de côté les souvenirs sur les sobriquets sciences pistes, se disait à l'époque, sciences Papelard en ce qui me concerne. Il y a toute une façon de décliner l'identification à cette forme d'étude. Et puis nous achèverons, si le temps le permet, et c'est là où la réflexion peut-être de la salle sera la plus intéressante au premier rang, sur la lettre à sa fille de Condorcet, qui pose des problèmes d'éducation. C'est le rapport de Condorcet lui-même avec sa propre fille.
et qui a inspiré un certain nombre d'idées sur l'égalité en éducation que j'ai eues en songeant à ma propre fille. Mais bon, là aussi, ce sera soumis au débat avec la salle. Alors, une perspective historique sur cette conférence et cette question de l'éducation. Comme il se disait dans l'amphithéâtre à l'époque, vous n'êtes pas sans savoir que la Révolution française, c'est d'abord l'égalité des trois ordres par l'éducation. Alors, bon, on entend beaucoup parler des soubresauts de 1789. En 1792, Condorcet propose 5 mémoires sur l'instruction publique, c'est de cela qu'on va parler, c'est de cela que parle le livre. Les 5 mémoires sont présentées au comité d'instruction publique en 1792, et la Révolution française, la vraie Révolution française en matière d'éducation, c'est 1794, c'est la création des 11 grandes écoles de la République. Et donc ça permet de réaliser l'idéal où le fils d'aristocrate et l'homme du peuple sont ensemble dans la même classe, sur l'égalité de droits se réalise par l'éducation. Donc 1789, c'est la volonté, 1794, c'est la première réalisation, et il faut attendre encore une centaine d'années, les lois Ferry, 1889-1890, pour qu'on descende de l'enseignement supérieur par ces grandes écoles à l'enseignement primaire, pour que cette égalité soit accessible à tous dès le primaire. Et alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on entend parler de Condorcet à chaque centenaire. En 1889, on a beaucoup réactivé la pensée de Condorcet. En 1989, pour le bicentenaire, ces cendres ont été apportées au Panthéon. Et les associations Condorcet ont été créées à cette occasion. Donc c'est un auteur dont on parle régulièrement, et plus spécifiquement en France, quoiqu'il ait été traduit récemment en anglais et commence à être plus connu à l'extérieur. Alors, c'est une vision optimiste, hein. C'est l'idée qu'on est égaux par l'éducation. Bon, certes, c'était la volonté, on a créé les grandes écoles, on a créé après l'école primaire gratuite et obligatoire, laïque, donc laïos pour le peuple, quel qu'en soit après les modes de profession et confession, etc. Pourtant, on a beaucoup dénoncé les imperfections de ce système. Dès Marx, la Révolution française profite aux bourgeois, plus qu'aux paysans. Et là, Marx est beaucoup étudié en France, et dans les années 70, à l'école normale, il y a Louis Althusser. Pierre Bourdieu en subit l'influence, et tout ce qu'il fait, toutes ses critiques sur on est dans la même classe, mais on n'est pas classé de la même façon, on ne va pas tous à la même école, etc. L'habitus qu'on reçoit de ses parents, la reproduction des titres, on n'a plus qu'à ouvrir la bibliothèque de ses parents pour hériter de leurs idées, qui sont en accord avec le système scolaire, qui ne fait que sanctionner des inégalités. Tout ça, c'est l'inspiration marxiste. Aujourd'hui, vous pouvez encore lire Pierre Bourdieu dans les logiques de classe à l'IEP, ça pourra, mais nous, en tant que scientifiques de l'éducation, il y a Bernard Lahire qui renouvelle un petit peu ce type de positionnement, en moins connu, mais qui mériterait d'être plus connu, et qui occupe le même type de position qu'à l'ENS de Lyon. Alors, malgré ces imperfections, il y a quand même des avancées. C'est-à-dire qu'on a constaté d'abord massivement la scolarisation du peuple et des femmes, des jeunes filles. Dans un livre comme Allez les filles, Baudelot et... bon, il m'a pas mis une bonne note à l'ENS. Oui, Stablé, mais Pierre Baudelot, je ne sais plus son nom. Enfin bon, Baudelot et Stablé donc montrent comment le XXe siècle, c'est celui de la scolarisation massive des jeunes filles. Et ça, c'est pensé par Condorcet dès le début, puisqu'il dit il faut que les hommes et les garçons et les filles soient dans la même classe, il faut qu'ils aient la même éducation. Donc ça, c'est assez novateur. Rousseau le disait un petit peu, mais ils le disent tous les deux pour des mauvaises raisons. Enfin, des raisons qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui. Les raisons, c'est alors il faut qu'ils puissent seconder le mari, il faut qu'elles puissent participer à l'éducation des enfants. Enfin, c'est des rôles sociaux qui sont datés de l'époque. Il y a la volonté quand même qu'ils soient dans la même classe, mais c'est pour les mauvaises raisons. Aujourd'hui, les discours ont avancé, les jeunes femmes ont de meilleurs résultats scolaires, et la société leur offre un emploi, il a la possibilité de se libérer du mari tout en s'asservissant quelque part à l'emploi, mais après c'est des choix personnels, et on peut être libéré de l'un et de l'autre comme asservir l'un et l'autre. C'est un positionnement qui relève de chacun et chacune. D'autres grandes figures de la sociologie de l'éducation autour de l'égalité, c'est alors Thomas Piketty, qui est une grande réussite lui-même en matière d'inégalité et de dénonciation des inégalités. C'est son parcours, ce sont ses recherches, et maintenant qui a publié une brève histoire de l'égalité, qui montre
comment, à travers le monde, grâce à ces grandes masses de données, comme on fait la recherche en sciences sociales aujourd'hui, on collecte de grandes masses de données, puis on fait des tableaux dignes de ce qu'on apprend au lycée. Donc par exemple dans ce tableau, on voit sur l'ensemble du monde, en vert, le taux d'alphabétisation, et on voit qu'à partir des années 40, on touche la moitié, 1940, on touche la moitié de la population mondiale qui est alphabétisée, alors qu'un siècle avant, il y avait 10% de la population, et aujourd'hui, donc toute la seconde partie du XXe siècle a permis d'alphabétiser 85% de la population. Donc ça devient une réalité. Condorcet n'est pas un utopiste, il fait un plan et le plan se réalise en France et dans le monde. Alors à l'époque, la France a eu un rôle mondial important. Il y a eu des écoles normales un peu partout, comme à Abidjan par exemple, dans les colonies. Aujourd'hui, évidemment, on parle de savoir décoloniser, chaque système éducatif tend à prendre son indépendance. Les grandes universités sont aux États-Unis, actuellement, classées par la Chine. On peut se demander... Pardon, je suis un petit peu grippé. On peut se demander si l'idéal de Condorcet est aussi connu aujourd'hui qu'il ne l'a été auparavant. C'est-à-dire que du temps du colonialisme, il n'y a pas besoin d'expliquer le système français. Durkheim a tout de même écrit un petit guide pour accueillir les Américains qui venaient étudier en France pour leur montrer la diversité de nos institutions. Aujourd'hui, on est obligé d'écrire des petits livres pour dire c'est comme ça que fonctionne la France. Vous n'oubliez pas, sur la scène mondiale, la hiérarchie des établissements n'est plus la même. Alors, comme il y a des jeunes aussi dans l'auditoire, on parle de hiérarchie géographique, on dit les États-Unis, il faut aller absolument se former là-bas, etc. Après l'IEP, l'ENA, après l'ENA, le Collège d'Europe, et après on va à Harvard. Bon, certes, mais avec l'enseignement à distance, on peut se former tout en restant à Aix-en-Provence, avec des cours qui viennent de Harvard, de Pékin, en même temps, au même moment. Dans la même journée, on peut faire des cours de différentes universités prestigieuses et continuer sa formation comme ça. Donc cette question de hiérarchie des territoires et d'inégalité de territoires, elle est à repenser en termes de connexion et peut-être de langue aussi. Alors l'actualité scientifique, je vous en ai parlé, je vous ai montré l'évolution du taux d'alphabétisation dans le monde. Pour rester en France, puisque Condorcet c'est quand même une figure nationale, essentiellement, en 1920, 1% d'une génération avait le baccalauréat. C'était une élite scolaire, souvent d'origine bourgeoise. En 2020, 1% d'une génération a le doctorat. Alors, on ne peut que constater le fait que le niveau monte, c'est plus que l'alphabétisation. Le seuil pour être dans l'élite éducative, c'est reporté à 8 années d'études de plus. Il y a toute une série de lois aussi qui permettent, pour former la jeune génération, de différencier aujourd'hui, contrairement au premier rang, où finalement quand on a un master, c'est pareil que quand on avait un doctorat. Dans le cadre des certifications, c'était la même chose jusqu'en 2018. Bien, la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel applique le cadre européen des certifications et différencie très clairement le doctorat, avec ses compétences, qualifications et donc revenus associés, le différencie des masters. Et alors, grande dame de la France, parce que dans les masters, elles classent les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les IEP, tout ça sont des masters. Et le doctorat en médecine, qui est un doctorat d'exercice. Alors évidemment, ces nouvelles lois, c'est une nouvelle règle du jeu, mais elles mettront du temps à se mettre en place, mais autant le savoir dès le plus tôt possible et éventuellement contredire vos parents à ce sujet. Alors bon, tout ça, c'est pour dire qu'il faut s'éduquer, mais au fond, oui, pourquoi s'éduquer? Alors je cite Condorcet, ce qui va nous permettre de ralentir un petit peu. Cette politique de tenir dans l'ignorance celui qui ne doit qu'exécuter, afin de trouver en lui un instrument plus docile, est commune à tous les tyrans qui veulent, non des coopérateurs, mais des esclaves, et commander à la volonté au lieu de diriger la raison. Donc ça, c'est un extrait des 5 mémoires sur l'instruction publique. Le pouvoir s'arroge le savoir et maintient dans l'obscurité les hommes. C'est ce que dénonce Condorcet quand il critique la religion en dénonçant des mythes peut-être trop complexes à comprendre quand on est jeune et qui plongent dans l'obscurité, qu'on ne comprend que plus tard, sous forme révélée, enfin, quand le psychisme y est prêt. Et il veut à la place une éducation claire, lumineuse, c'est le siècle des Lumières, qu'il synthétise, et c'est pour ça qu'il faut s'éduquer, et c'est par le savoir qu'on peut avoir le pouvoir. Les questions d'institut politique éminemment, puisque c'est quand même un lieu autour des politiques publiques et où donc se prennent des décisions. Alors Thomas Piketty suit dans sa brève histoire de l'égalité, puisqu'on peut aussi le citer à lui, la diffusion des connaissances a toujours été l'outil central permettant d'atteindre l'égalité réelle au-delà des origines.
il est tout à fait l'incarnation de ce que Condorcet a voulu créer, et l'aristocratie de l'esprit à l'École normale supérieure, il la représente bien par une forme scolaire plus qu'aboutie. Je vous ai parlé de l'égalité entre les genres. Alors, on parle beaucoup d'éducation, on a un ministère de l'Éducation nationale. Bon, nous, on est de l'enseignement supérieur de la recherche. Au ministère du Travail, il y a, c'est là où se passe la formation professionnelle qui est de plus en plus mise en avant. Dans les universités, on remplace les directions d'études par les directions de la formation. C'est le terme qui est le plus souligné. C'est le lien formation-emploi. Donc finalement, on se formerait pour être employé, pour être utile à l'économie. Alors, c'est un peu réducteur. Là, ce que je fais, c'est un petit peu de l'humanisme du temps des jésuites, où on cultive les lettres. Enfin, Thomas pourra nous en parler, puisque c'est une de ses spécialités. Condorcet, il est à cheval entre les deux, dans le sens où il s'inscrit dans un débat qu'il y avait à l'époque entre l'instruction et l'éducation. Débat qui a mobilisé plusieurs auteurs au comité d'instruction publique. Donc l'instruction, instruere, s'élever intérieurement, il passe l'étymologie, et l'instruction à l'époque, ce sont les nouvelles sciences sciences physiques, biologiques, les mathématiques, c'est un mathématicien. L'école doit instruire les élèves, les élever dans l'ordre des savoirs qui leur permettront d'agir sur la nature, d'avoir du pouvoir sur les choses. L'éducation, c'est au contraire l'éducation morale, religieuse, et ça doit être assuré par la famille. Alors, ça fait débat à l'époque. Nous, le premier ministère qu'on aura, c'est le ministère de l'Instruction publique. Aujourd'hui, on a un ministère de l'Éducation nationale. Bon, les termes ne sont pas anodins, et on voit un petit peu ce qu'on met derrière. Et aujourd'hui, donc, est-ce qu'il faudrait parler d'une formation? Est-ce que la formation tout au long de la vie, la formation professionnelle continue, etc., est-ce que c'est ça qui serait l'achèvement? Et là, Condorcet est éminemment actuel, dans le sens où il prévoit cette formation des professionnels, cette formation tout au long de la vie, il l'encourage, et il est à l'origine, je vais le montrer après, de plusieurs institutions, dont le Conservatoire national des arts et métiers, qui a vocation, depuis les idées Condorcet, depuis sa fondation et aujourd'hui encore, à assurer la formation des professionnels. Alors bon, il faut former, instruire, éduquer à des savoirs. Il faut apprendre des connaissances. Là aussi, le vocabulaire doit être précis, mais on va retenir simplement la notion de savoir. Et à l'époque, on voit qu'il y a dans les élites politiques un passage de la domination du droit. C'était les facultés de droit qui étaient très professionnelles, dès le XIVe siècle, comme par exemple ici à Aix-en-Provence, c'est des facultés professionnelles. Et assurer donc la formation des élites. Avec la Révolution française, Condorcet, il est à l'origine en tant que mathématicien aussi de l'école polytechnique, mais en avant les savoirs mathématiques, et ce sont eux qui vont avoir la même mise sur le nouvel État républicain qui se met en place. Pierre Bourdieu dénoncera la noblesse d'État, c'est un peu l'idée, on passe d'une noblesse de sang à une noblesse validée par des concours qui vient d'État, et qui s'appuie sur des savoirs mathématiques. Alors, là aussi, ça met du temps. Ce sont les nouvelles règles du jeu en 1794, mais pendant une cinquantaine d'années, appeler quelqu'un un X, c'était un sobriquet. On se moquait de ces nouveaux savoirs qui n'étaient pas encore tout à fait légitimes. Aujourd'hui, c'est passé dans les choses qui sont reconnues. Alors, on peut se demander quels sont les futurs savoirs. On a une explosion de la connaissance au XXe siècle. Il y a certes l'alphabétisation, mais il y a aussi le fait que les sciences se développent massivement. Les sciences de gestion, par exemple, pour les cadres. La psychologie et la sociologie appliquées au travail, les sciences politiques, aux États-Unis et en France après la Seconde Guerre mondiale pour les instituts d'études politiques, en particulier ceux, nous on disait de province, qui ont été créés pour former au concours de la fonction publique, éventuellement de catégorie A, c'était l'idée politique que j'ai retenue des textes. Et donc aujourd'hui, peut-être une évolution avec le modèle anglo-saxon valorisé un temps dans les années 80, on a beaucoup parlé du management, alors le management public, la nouvelle gestion publique, il y a différentes façons d'intégrer ces savoirs. Mais on voit que chaque nouvelle institution profite des nouveaux savoirs disponibles dans la société et les offre aux classes montantes qui s'en servent pour asseoir leur légitimité, et ainsi le monde tourne en révolution. Alors je vais vous présenter donc le livre, puisque bon, je suis aussi venu pour ça. Nicolas de Condorcet, The Revolution of French Higher Education.
et pas de French Revolution of Higher Education. Nous avons eu un débat avec l'éditeur. Donc il s'agit des savoirs des Lumières dont il s'en parle, essentiellement les sciences et les lettres, qui servent à la construction de l'État par les grandes écoles. Alors le livre débute par les conditions historiques, c'est-à-dire le Paris de l'époque au siècle des Lumières, aux prémices de la révolution industrielle, qui prendra toute son ampleur au XIXe siècle, mais qui commence avec les premières manufactures, les premiers métiers à tisser, etc. On a là, certes, des salons. On a beaucoup parlé en histoire de salons d'intellectuels tenus par des femmes qui permettaient une certaine émulation. Mais enfin, le taux de scolarisation était quand même pas le même et le nombre de lettrés était statistiquement pas le même qu'aujourd'hui. Donc il y avait dans l'ensemble moins de savants, ou peu de savants, proportionnellement moins de savants, et puis des troubles politiques importants. En particulier la famine qui a précédé la Révolution, enfin donc toute une série de circonstances qui ont fait qu'un changement politique a pu être influencé. Et lui, savant de sa génération parmi les rares, a pu agir à ce moment-là dans un pays qui se réorganisait. Alors quelques mots sur Condorcet lui-même, c'est la suite du livre. Donc c'est un mathématicien au début, qui devient un politique progressivement, avec une réflexion assez en avant sur son temps. Je vous parlais de l'éducation entre les genres, mais c'est aussi l'abolition de l'esclavage, donc une volonté mettre en avant l'égalité. Et il a une généalogie qui est un petit peu particulière et qui retiendra l'attention d'une partie de l'auditoire qui est venue expressément ce soir d'un lycée peut-être. Il est à la fois noble et orphelin. Donc c'est le marquis de Caritas, certes, mais à 3 ans il perd son père et sa mère l'envoie chez les jésuites, et donc il est de l'ancien monde dominant en tant qu'il est aristocrate, mais il doit faire ses preuves dans le nouveau monde en tant qu'orphelin, et donc au moment de la Révolution, il est parfait pour agir en écartant l'ancien monde et en mettant en place ce qu'il avait construit tout au long de sa vie. Donc c'est un patriote, de patrie pater le père, donc toute la patrie qu'il a éduquée. On dit en Afrique qu'il faut un village pour former un enfant. En France, avec Condorcet, il a fallu un pays, une patrie, pour former un homme qui a, quand il s'est levé, a créé une partie de l'État, qui est donc l'État, ça veut dire debout en latin, qui est notre organisation éducative. Donc il synthétise les idées de Lumière, il écrit dans l'encyclopédie, et puis il veut une instruction utile. Donc ça c'est le livre. Il y a 11 grandes écoles. Le livre, il en a choisi 3, parce que c'est un petit livre. L'école polytechnique, c'est peut-être la plus emblématique de l'image qu'on a de cette aristocratie intellectuelle par les mathématiques. Condorcet étant mathématicien, et l'image de cette école aidant, j'ai pris des données essentiellement bibliographiques à ce sujet. Pour les 2 autres choix, l'école normale supérieure, je l'ai fréquentée une 8aine d'années, à différents statuts étudiants, donc j'avais du matériau empirique, puis j'ai fait la même démarche de lecture. Alors la France, on a des collections de nos grandes écoles, c'est très bien documenté, c'est moins connu à l'étranger, donc une petite synthèse pour les pays anglophones. Et le Conservatoire national des arts et métiers, c'est pareil, j'ai été chercheur pendant 7-8 ans, donc j'ai passé du temps et j'ai pu récolter du matériau graphique. Donc il y a des choses, des photographies comme la fameuse porte d'entrée de l'école normale supérieure, qui est emblématique de l'ancien système, celui que met en place Condorcet avec les classes préparatoires qui remplacent la connivence aristocrate au moment des recrutements. Donc c'est le concours, c'est l'invention des notes sur 20, on n'est plus dans les classements jésuites, un banc d'honneur, des positions dans la classe, on est dans une note individuelle. Donc tout ça s'invente autour de la Révolution française. On voit même un groupe de normaliens devant la porte d'entrée, très fiers. Le livre montre l'évolution de l'institution de ces grandes écoles et le fait qu'il y a des portes d'entrée qui s'ouvrent, qui ne sont pas les plus connues, avec, je vous l'ai dit, le fait que mondialement la France rayonne moins, elle est obligée d'accepter les normes européennes, donc le LMD, licence, master, doctorat. Alors les 2 ans de préparation, plus les 3 ans d'école, ça ne va pas très bien avec ça. Il y a plus d'étrangers qui viennent, donc il faut reconnaître des parcours différents. Donc à présent, on peut rentrer en première année de licence, enfin en première année d'école, ou pour un master. Et donc il y a d'autres portes d'entrée à l'école normale, la porte du laboratoire quand on y fait son doctorat, etc. Mais bon, ça reste dans ce que j'ai appelé le décorum, c'est-à-dire l'environnement matériel, l'essentiel. Le livre présente
une façon d'étudier les organisations éducatives basée sur trois thématiques. L'idée éducative, donc par exemple l'école normale supérieure formait les professeurs des universités, les curricula qui y mènent, donc les différentes disciplines qui sont enseignées, et donc le décorum ou l'environnement matériel. Vous avez vu la porte d'entrée, une salle des actes qui ressemble à celle-ci, peut-être un peu plus réduite avec des statues de Jean Jaurès ou d'illustres de cet établissement, et qui porte un nom un petit peu particulier, la salle des actes. Le décorum évolue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus uniquement des choses de pierre et de briques, comme diraient les Anglais, il y a aussi des plateformes numériques, et beaucoup d'enseignements passent par ces plateformes. Si vous rentrez à l'UP, vous avez récemment Amétis, je suppose, qui est le système d'information, et ça, l'étude de ces systèmes d'information renouvelle l'étude des organisations éducatives. Alors, ces grandes écoles, je vous ai parlé un petit peu de l'école polytechnique, de l'école normale supérieure, elles font chacune l'objet d'un chapitre de 2-3 livres. Le Conservatoire national des arts et métiers, avec son musée des arts et métiers, qui est beaucoup plus populaire, moins élitiste dans son image, et qui se place plus sur la formation des professionnels tout au long de la vie. C'est un endroit où on peut faire une thèse, par exemple, assez facilement, tout en travaillant à côté. Donc ce paysage se met en place à la Révolution française, et aujourd'hui, on a 80 universités, et alors 400 grandes écoles. C'est une conférence des grandes écoles, et bon, l'appellation grandes écoles est un petit peu galvaudée. Donc il y a 11 écoles républicaines initiales, il y en a 400 aujourd'hui, puisqu'il faut compter les écoles de commerce qui se développent là, au 19e siècle, et toute une série de petites écoles qui se font labelliser grandes écoles. Bon. On a des nouveaux types d'établissements, les sciences politiques en particulier au XXe siècle. Quand j'y étais, ce n'était pas une grande école, c'est devenu un master, où on le faisait en 3 ans, donc pour moi c'était une licence. Certains le faisaient après 2 ans de classe préparatoire, enfin c'était un petit peu différent, nous on n'était pas grande école. Aujourd'hui, apparemment, l'institution est en ascension, donc elle le devient. Donc il y a une question de labellisation en termes de grande école, pas grande école, et puis aussi la question de l'ancienneté. Parce qu'effectivement, on peut toujours questionner entre une université médiévale comme la Sorbonne, qui a été créée au XIIe siècle avec un décorum particulier de cette époque, et une grande école d'informatique à Marne-la-Vallée, ça dépend ce qu'on veut en faire. Ça dépend, il y a le statut de l'école et ce qu'elle prévoit en masse pour l'ensemble de ses étudiants, et puis il y a les usages personnels qu'on fait de sa formation, comment on individualise son parcours, et ce qu'on y fait dans cette école ou cet établissement dépend aussi de ce qu'on veut en faire après. Et aujourd'hui, alors comme la France est en perte de vitesse, on a une politique éducative, pour le coup, une politique d'enseignement supérieur qui veut simplifier le paysage et le rendre plus visible à l'extérieur pour être mieux classé. Et donc on a ce qu'on appelle les COMU. Alors ça a commencé dans l'année 2010 avec les pôles de regroupement d'enseignement supérieur. Aujourd'hui on a des communautés d'universités et d'établissements supérieurs. Et alors Aix-Marseille est une COMU. Classée dans les 100 premières mondiales, donc les 100 premières grands ensembles universitaires au monde, Aix-Marseille est dedans. Et alors en France, il y a 25 communes et il y en a 9 qui sont à Paris. Donc là, on est un peu dans la cité athénienne, ça reste un petit peu concentré. Alors les communes régionales, ça va de la commune clairement régionale, par exemple l'Université Paris-Lumière au nord dans le 93 avec son nouveau collège d'études politiques, qui est un petit concurrent des IEP. Ça c'est plutôt une commune régionale, et Paris-Sciences et Lettres c'est plutôt une commune qui vise l'excellence. Aix-Marseille, c'est certes une commune région, mais c'est une agglomération suffisamment grande pour qu'il y ait des points d'excellence aussi. Donc personne ne sera vexé. Alors comment penser l'égalité dans ces écoles ? Alors ça c'est le passage sur l'égalité qui est un petit peu particulier. Puisque Condorcet est un mathématicien, il écrit un livre pour apprendre à compter, simplement, puisqu'il crée des écoles, il fait un plan pour la mise en place d'un système scolaire, donc une école par commune, des instances académiques dans chaque territoire de l'éducation régionale, un corps d'inspection, des bibliothécaires, tout ça va se réaliser, mettra plus d'un siècle à se réaliser. Mais en plus, il produit aussi du matériel pour ce qu'on va y enseigner. Et donc, il produit du matériel sur comment apprendre à compter. Alors, je ne veux pas poser des difficultés à Condorcet, mais il commence son manuel pour apprendre à compter par le chiffre 1. Et il dit qu'il y a 1 quand il y a égalité entre 2 choses. Quand on peut dire, il me faudrait 2 choses égales. 2 micros. 2 micros, oui, excellent exemple. Ces 2 micros sont égaux, ils se ressemblent, il y a un micro et un micro, donc il y a égalité, on peut dire il y a 1.
Et d'ailleurs, quand on remonte égalité en latin, en grec et on va jusqu'à l'indo-européen, on tombe sur ek, qui veut dire un et qui est l'origine d'égalité. Alors pourtant, ces deux micros ne sont pas si égaux que ça. Je vais tout de suite abandonner l'exemple des micros. Ces deux micros ne sont pas égaux parce que l'un est allumé, l'autre ne l'est pas. Bon. Mais si on prend tous les étudiants de l'IEP, ils sont égaux en tant qu'étudiants de l'IEP. Pourtant, quand on y regarde bien, ils n'ont ni la même origine sociale, ni la même ambition d'études, ni les mêmes loisirs, la même sociabilité, la même association, éventuellement les mêmes notes, le même classement, le même mémoire, tous les différencient. Donc, rentrer dans l'égalité, c'est rentrer dans une échelle de comparaison. On est tous dans la même classe, on est tous des IEPiens, mais on commence à être différents, on commence à avoir des aspérités, des inégalités, ce qui est un petit peu paradoxal. Donc, l'égalité, c'est surtout la possibilité de se comparer et de voir les différences. Et de ces différences naît un deuxième point qui est important, c'est l'équité. C'est-à-dire que ces IEPiens qui sont censés être tous égaux et pourtant qui sont inégaux, il faut qu'il y ait une équité, il faut qu'il y ait quelque chose qui égalise. Ils sont égaux et donc on a besoin de les égaliser. Donc, par exemple, on peut imaginer les systèmes de parrainage entre étudiants, en particulier ceux qui sont en situation de handicap, ou dans une précarité sociale. Il y a des associations qui font ça. Donc c'est une façon de réintroduire l'égalité par l'équité. Et ça nous amène à revenir à notre sujet de l'éducation en tant que fait social. Le fameux la devise républicaine qu'on a sur tous les frontispices de nos écoles. Liberté, égalité, fraternité. Un IEPien pourrait dire, si on est tous libres, alors on est libre de travailler plus ou moins, et puis après, quand bien même on eût été égaux au début, ce qui n'est pas forcément acquis, on ne l'est plus, puisqu'il y en a qui ont eu la liberté de plus travailler, ils ont investi dans leurs études, ils ont augmenté leur capital humain, et donc ils sont moins égaux que les autres. Et heureusement, il y a la fraternité. Ce sont ces mécanismes de compensation. Ce sont ces mécanismes de compensation qui permettent de rétablir l'égalité. Bon, c'est une vision un peu, comme on disait à l'époque, un peu à droite. On peut voir ça plus à gauche en disant que grâce à l'école, on peut se libérer de la famille et accéder à une fraternité par une égalité de conditions. On peut le tourner de différentes façons, mais ça, vous aurez tout le loisir d'en parler une fois que vous serez ici. Ça peut faire l'objet de débats et de questions après. Alors, puisque les IEPiens sont différents, il y a quelque chose par lequel ils sont le plus différents, et j'y insiste en tant que maître de conférence en sciences de l'éducation, c'est le mémoire. Quand on est à l'école primaire, on écrit quelques lignes, au collège on fait des rédactions, au lycée des dissertations où on est disserte de quelques pages, et à l'université, et donc à l'IEP aussi, vous aurez des écrits longs. Des écrits longs de 50, 60 pages pour un mémoire, peut-être 100 ou 200 pour les plus investis, 300 pages pour une thèse ou plus. Et ça, c'est une nouvelle forme d'exercice. Et ça en fait quelque chose de très individualisé. Pour le coup, vous êtes tous IEPiens, mais avec un mémoire différent, et vous vous souviendrez de choses différentes, enfin, vous remémorerez des choses différentes après l'IEP. Et en particulier en fonction des endroits où vous le commémorerez et de l'image que les autres verront de votre mémoire. Donc c'est un exercice assez difficile, l'exercice du mémoire, qui est assez inégalisant. Il est difficile de noter sur une valeur commune, ce qui relève d'un investissement personnel. Alors on pourrait scientifiquement parler de la profondeur de la trace mnésique pour essayer de voir jusqu'où le mémoire a marqué l'IEPien. J'ai fait un mémoire sur le bien commun, intérêt général à l'époque, mais je me suis le bien commun. Et donc là, grâce à cet exemple du mémoire qui différencie les IEPiens, on va passer au dernier moment, encore 5 dernières minutes, pour essayer de comprendre différemment l'égalité par l'éducation. C'est la fameuse lettre de Condorcet à sa fille. Donc là, c'est plutôt le premier rang qui est encore éveillé, pendant que derrière, ça bavarde un petit peu. Condorcet écrit à sa fille en lui donnant des consignes ou ce qu'il aimerait qu'elle fasse. Et au fond, il donne un projet à sa fille. Et souvent, quand
quand on regarde en sociologie de l'éducation, l'explication des inégalités, elle est basée sur le statut professionnel des parents. Voilà, ils ont telle profession, donc on fait des corrélations et éventuellement des explications sur la profession des enfants. Les résultats scolaires des enfants, éventuellement, et puis peut-être la profession qu'ils embrasseront après. Pourtant, c'est plus compliqué que ça parce qu'on a tous vu que la différence entre les Éthiopiens est bien réelle. Deux Éthiopiens qui ont une famille différente sont à l'IEP. Ils ont réussi le même parcours. Alors, pas avec les mêmes écueils, les mêmes frustrations, les mêmes envies, etc. Mais on peut très bien avoir des parents de professions différentes et être dans le même IEP. Et puis on peut avoir deux parents qui ont fait des IEP ou qui ont une profession la même et faire des études complètement différentes. Là aussi, avec dans les études et la profession, une façon de le regarder qui dépendra d'où ils viennent. Mais cette raison statique, elle est peut-être à mettre en parallèle ou en contradiction avec le projet de Condorcet. Donc il y aurait un projet pour les enfants. Et aujourd'hui en sociologie, il y a un auteur qui, Baptiste Coulmont, alors il porte bien son prénom, Baptiste, qui s'occupe des prénoms et qui a fait des corrélations entre les prénoms et les résultats au bac. Alors pour les plus curieux, on pourra éventuellement cliquer sur le lien. Donc vous avez des grands tableaux où vous voyez que Bérénice a plus souvent mention très bien que Steve. J'ai rien contre... Il y a des prénoms qui sont... Alors, voilà. Et donc on peut se demander si ce prénom ne porte pas le projet que les parents ont pour les enfants et est beaucoup plus explicatif de la réussite que simplement leur profession. Alors ça a ses limites, hein. Il faut encore que les parents restent ensemble tout le long de l'éducation, que l'enfant intègre ce projet, l'accepte et le porte, et dans ce cas-là s'emparera des formes scolaires, travaillera plus ou moins à l'école, fera plus ou moins la profession qui honore ce projet, etc. Mais bon, ça peut être une nouvelle façon de repenser les inégalités à travers les inégalités de prénoms. Tous les Éthiopiens n'ont pas le même prénom, et ça peut porter des inégalités. Et des préjugés, parce qu'il y a différentes façons de s'appeler Bérénice. Ça peut être le prénom de sa tante, comme ça peut être le prénom de la meilleure amie dont dépend sa maman. On ne sait pas aussi, il y a plusieurs façons s'appeler Bérénice. Donc on peut, alors à travers ce prénom, on a le projet que les parents ont pour l'enfant, et là, il y a une inégalité qui me paraît fondamentale, c'est là où je pense à ma fille, c'est la difficulté à devenir soi-même, c'est-à-dire à réaliser le projet donné par ses parents, étant donné éventuellement sa complexité, et puis le côté réfractaire du milieu. Bon, chacun pourra en faire ce qu'il veut, et je suis vraiment ouvert aux réflexions expérimentées des premiers rangs, parents, grands-parents, etc. Et je voudrais finir sur cette citation de Condorcet, donc dans la lettre à sa fille, qui lui dit, alors il lui dit l'homme vertueux à sa fille. Bon, il a un projet pour sa fille, pour essayer de... Mais bon. L'homme vertueux peut trouver une douce volupté dans les bénédictions publiques, dans le suffrage de ses égaux, mais le plaisir de se croire supérieur n'est pas fait pour son cœur, et ce n'est pas à s'élever au-dessus d'un autre, c'est à se perfectionner lui-même qu'il emploie ses pensées et ses efforts. Ainsi s'achève la présentation de Condorcet et l'inégalité en éducation. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation. Donc, en qualité de modérateur, je distribuerai la parole, alors, non pas de façon tyrannique, hein, mais mais avant de prendre les questions dans la salle, j'aurais une question générale pour toi Olivier, qui peut-être ouvrira le débat. C'est ce projet de l'école condorcétienne, de façon de le dire, qui consiste à dire, c'est un philosophème assez courant qu'on retrouve, hein, et qui est, alors, en ayant lu cet après-midi, relu les mémoires sur l'instruction publique, c'est ce qu'on trouve au chapitre 5 du premier mémoire, c'est l'affirmation selon laquelle l'éducation publique doit se borner à l'instruction. Donc il y a cette grande distinction extrêmement classique entre instruire d'un côté et éduquer de l'autre. L'école de Condorcet se propose de ne pas éduquer mais d'instruire. Et c'est cette affirmation qui va tenir tout le long du premier livre, du premier mémoire des mémoires de l'instruction publique. Alors, est-ce que tu pourrais juste clarifier un petit peu les termes, en juste définissant un petit peu les grandes lignes? Déjà, pourquoi l'éducation publique doit se borner à l'instruction, et pourquoi elle ne doit pas se borner, et pourquoi elle ne doit pas empiéter sur l'éducation? Et donc, quelle distinction il existe entre éduquer et instruire?
Merci Thomas de cette question. J'aurais envie de la poser à la salle puisque j'en avais un petit peu parlé. J'aurais aimé, mais je vais répondre en condorcien, pas en condorcéen, mais en condorcien. D'accord. L'instruction, c'est un mathématicien, donc l'étymologie instruere, c'est pas s'élever intérieurement, c'est acquérir, comme on dirait aujourd'hui, des savoirs scientifiques, de mathématiques, de physique, de chimie, de biologie, du moins dans l'état dans lequel ils étaient à l'époque. Et c'est lui qui les fait rentrer dans l'État, pour le coup, dans l'État républicain. Et il laisse de côté la partie éducation, donc d'où c'est plutôt tiré, l'éducation et éventuellement son but, le but de l'éducation, le but de cette, d'amener, de tirer, de conduire, enfin bon. L'éducation qui serait morale, religieuse, il le laisse à la famille. Donc c'est la version, l'école libère de la famille. C'est-à-dire, bon, la famille vous impose une religion, une morale, des façons, mais l'école vous sort de là et vous donne juste des savoirs et quand on passe le pas de la porte de l'école, on est libre de tout ça. Ça mettra du temps à se mettre en place. Les IEPiens, futurs IEPiens, anciens IEPiens ou amateurs que vous êtes, vous vous rappelez peut-être des films de Fernandel où se met en scène la querelle du curé du village avec l'instituteur sur la place centrale. Ce sont les deux grands pouvoirs à l'époque. Donc la Révolution française, c'est le choix des petites communes, c'est des tout petits ensembles urbains. À chaque fois une école, l'église était là avant. C'est le nouveau pouvoir, avec donc cette instruction qu'on donne, c'est la leçon de choses, c'est amener les enfants dans la nature, faire un herbier, c'est apprendre des sciences naturelles du côté de l'instruction. Et alors, la partie, ce qui lui il dénoncera comme des mythes opaques, par exemple la Vierge Sainte-Marie, enfin, avec ces personnes, un certain nombre de mythes, ça, c'est pour l'Église. Et ça il amène du côté de la religion. Je veux juste faire une parenthèse. Je le dis souvent à mes étudiants qui sont des futurs professeurs d'école, donc dans un système laïque, on s'entend bien, j'ai donné la définition de ce mot-là. L'État est laïque dans le primaire et le secondaire. L'État finance aussi, il y a une section CNU pour les recherches en théologie catholique et protestante, et la recherche en théologie musulmane est financée par la Grande Mosquée. Donc l'État est laïque certes, mais dans l'enseignement supérieur, il y a une liberté de propos à ce sujet qui est plus grande que dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire. On ne peut que déplorer que les animismes et les religions premières soient l'objet juste de l'ethnologie, qu'il n'y ait pas de financement de recherche à ce niveau-là. Mais bon, donc la morale, c'est en dehors de l'école telle que la conçoit Condorcet, et les grandes écoles de la République, puisque la Révolution commence par le haut, d'abord par ces grandes écoles, portent ces savoirs, cette instruction, avec une place un petit peu particulière à l'école normale supérieure, qui devient quasiment un temple et la place de la philosophie à cette époque-là, comment elle va prendre son apothéose au 19e, 20e siècle avec Durkheim, au moment de la séparation de la loi et de l'Église. C'est de nouveaux clercs qui renouvellent les pouvoirs intellectuels par la parole à l'époque. Est-ce que quelqu'un a une question pour Olivier ? Alors il y a une question qui avait été proposée par le cercle Condorcet, en cas de réflexion de la salle prolongée. C'était comment actualiser Condorcet aujourd'hui. Alors c'est une question assez curieusement qui a été posée différemment par l'éditeur. C'était le système d'enseignement supérieur français d'aujourd'hui. Bon, donc le livre décrit aussi le panorama avec pour ceux qui continueront après l'IEP ou accéderont aux revues scientifiques, tout ce qui se fait aujourd'hui, la description à la fois des archives ouvertes, des documents scientifiques, des projets ANR centralisés, pour ceux qui feront des politiques d'enseignement supérieur ou qui iront dans les ministères. Donc là, la question, c'est pas tant le système d'enseignement supérieur actuel que Condorcet aujourd'hui. Alors le livre, c'est dommage, c'est la fin des idées de Condorcet, dans le sens où il y a les communes. Et donc le grand chiasme entre les grandes écoles et les universités se referme. 250 ans d'histoire franco-française doivent se plier à l'évolution mondiale. Et on oublie un petit peu ce projet républicain. Ce serait dommage.
Mais on peut dire, bon, il a été visionnaire, il a préparé quand même un certain nombre d'institutions qui sont toujours vivantes, même si elles se serrent un peu les coudes. Il y a une autre œuvre qu'écrit Condorcet au même moment, c'est-à-dire à la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui donc, a été chez les Jésuites, qui a beaucoup travaillé, qui a été repéré comme mathématicien, qui a été écrit avec d'Alembert dans l'encyclopédie, qui a ensuite été ami de Turgot et qui a été inspecteur des monnaies, a fréquenté les salons, publié sur l'abolition de l'esclavage, l'égalité homme-femme, etc. Et qui, à la fin de sa vie, à un moment très précis, on lui demande ses mémoires, et lui, c'est un mathématicien, il résout l'opération, et il donne un système, loin d'être une utopie, qui a un plan et qui va se réaliser. Alors, il ne le verra pas se réaliser parce que le problème de la Révolution, c'est que les choses sont changeantes et les têtes tombent vite. Et donc il est en fuite, le rapport a été remis et il mourra dans son cachot en 1794 et c'est là que les écoles seront créées, mais sans lui. Enfin, on en parle tous les 100 ans quand même de ce plan qui a marqué notre État. Et alors au moment de ses pérégrinations, de sa fuite, c'est là où il écrit la lettre à sa fille, qui est un très très beau document de 4-5 pages, je n'ai cité qu'un paragraphe. Certains pourront le lire, il a été réédité en poche récemment. Il écrit aussi le tableau, l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Alors ça, c'est un titre qui m'avait marqué en amphithéâtre quand j'étais à l'IEP. L'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Ben, c'est très important et très novateur. Je ne l'avais pas compris à l'époque. C'est là où il faut bien écouter dans les rangs du fond. Je ne l'avais pas compris à l'époque, mais il annonce la société de connaissances d'aujourd'hui. Rien que ça. Il annonce aussi l'histoire intellectuelle telle que la pratique Christophe Charles à l'IEP, ou l'anthropologie des savoirs. C'est-à-dire qu'il fait un historique depuis l'hominisation, quasiment. Enfin, on n'appelait pas comme ça à l'époque, mais les débuts de l'humanité. Les premiers savoirs qui apparaissent, les premières civilisations, à chaque fois en insistant sur ce qu'on appelait l'esprit humain. Donc c'est un tableau historique qui montre une évolution de cet esprit, de ces connaissances. Et il prophétise, il annonce, parce qu'il n'aurait pas aimé le terme de prophétiser, une société du savoir généralisé. Et le XXe siècle, et surtout votre siècle, plus encore que le nôtre, mais on y est encore un petit peu, c'est cette société des savoirs, avec la question, au fond, maintenant, c'est qu'est-ce qu'un savoir jusqu'où, quelle est la frontière entre un savoir et de la culture? On parle de culture générale l'IEP. Est-ce que c'est un savoir, est-ce que c'est de la culture, etc. Est-ce qu'une page Wikipédia, est-ce qu'un geste au Conservatoire national des amitiés, un geste professionnel est un savoir? Qu'est-ce qu'un savoir? Enfin bon, on est dans une société des savoirs où tout est savoir. Est-ce que c'est simplement un énoncé qui est valorisé? Est-ce que c'est des questions qui restent ouvertes? Et donc, Condorcet est éminemment moderne et éminemment actualisable par cet écrit aussi fondamental, tout aussi disponible dans le livre de poche ou sur Internet aujourd'hui. On peut les trouver dans le site des classiques de sciences sociales, par exemple. C'est une histoire des connaissances de l'humanité qui annonce l'époque moderne. Et certes, son instruction publique a marqué les 250 années précédentes, mais maintenant on ouvre peut-être la voie pour cette société de la connaissance. C'est ce qu'il annonçait, c'est publié après sa mort en 1795. Alors, il faut juste l'allumer. Voilà. Non. Oui. Moi, j'aurais deux questions. Une réflexion. Est-ce qu'il n'aurait pas aussi inventé l'intelligence artificielle, puisqu'à un moment donné, il oppose commander à la volonté à diriger la raison, mais pas diriger par la raison, diriger la raison. Donc, il y a quand même une interrogation, je ne sais pas ce que tu peux en dire. Et puis, donc, le deuxième point, c'est éduquer ses combis en l'air. Mais qui définit la cible, qui définit l'objectif, d'autant que lorsqu'il s'adresse à sa fille, il est plus en termes de développement personnel qu'en termes d'instruction. C'est-à-dire, il dit, si j'ai bien compris, il faut que l'éducation te permette de devenir toi-même. Ou est-ce que j'ai interprété? Oui, alors je vais essayer de répondre aux deux questions. Est-ce que Condorcet a inventé l'intelligence artificielle?
Condorcet était mathématicien les intelligences artificielles étaient inventées par les mathématiciens. Blaise Pascal avait inventé la calculatrice. Au fond, ça repose sur des théorèmes qui sont après développés et codés. Mais la pensée première est mathématique. Bon. Après, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est un outil? Nous, on nous demande de l'utiliser dans l'enseignement. Donc, vous avez peut-être demandé à ChatGPT est-ce que Condorcet a assuré l'égalité en éducation? Ça peut être un complément dans un amphithéâtre à effectuer le jour du cours. Et à nous d'essayer d'adapter ce qu'on fait en fonction de ceci. Donc ça, c'est plutôt une réponse condorcéenne. Je vais parler ensuite de ce que vous avez dit sur... il faut que devenir soi-même, et c'est qui définit le but de l'éducation. C'est compliqué parce que Condorcet, vous avez cité quelque chose que j'avais cité, il dit l'homme vertueux, mais c'est lui-même qui veut imposer à sa fille, c'est-à-dire l'image de ce que lui est et a fait, et il voudrait que sa fille le reproduise. Alors certains voudront qu'ils aillent plus loin, qu'elle aboutisse, qu'elle surmonte des frustrations, qu'elle accomplisse des choses qui n'ont pas pu être faites par les parents. D'autres voudront au contraire abandonner la voie en disant on a tout fait, puis il faut explorer de nouveaux territoires, etc. Donc il y a ce que veulent les parents par rapport à eux et leur état psychique à un moment donné, et puis ce qu'en reçoivent les enfants qui peuvent l'accepter ou pas. Et ça, c'est difficile de... Alors ce serait plutôt que les parents qui donneraient la direction en fonction de ce qu'ils sont, et les enfants qui suivent ou pas dans cette éducation qui conduirait. Quant à devenir soi-même, deviens toi-même tel que je t'ai défini, en fonction de ce que j'étais, si on veut compléter la parole. Le mot deviens qui tu es, c'est un mot de Pindare dans la Grèce ancienne qui a été repris par Nietzsche. Donc c'est la tradition philosophique, il a beaucoup travaillé cette injonction paradoxale. On appelle ça aussi en sciences d'éducation une injonction de subjectivation. On vous demande de devenir vous-même des Iopiens et de vous accomplir dans votre destin, tous différents mais tous Iopiens. De construire votre subjectivité. Oui, c'est dans une relation à deux. C'est dans une relation à deux. Le parent et l'enfant. Peut-être juste pour compléter un petit peu ce qu'a dit Olivier, sur l'injonction à se réaliser comme citoyen, au-delà on trouve ça dans les mémoires de l'instruction publique, l'éducation propose Condorcet, ce n'est pas une éducation relative au contenu. Donc bien sûr, il y a la question de qu'est-ce qu'on va mettre dans les manuels, qu'est-ce qu'on va mettre dans une logique élémentaire, dans l'ouvrage auquel tu faisais référence, sur cette logique élémentaire pour apprendre à compter, par exemple. Et ce qui est assez visible dans les écrits de Condorcet, c'est que ce n'est pas en termes de contenu qu'est réfléchie l'éducation, mais en termes de forme, c'est-à-dire c'est la façon dont sont posés les problèmes plutôt. Donc pour revenir sur votre première question sur il faudrait non pas les institutions qui voudraient commander à la raison et non commander la volonté et non pas diriger la raison, en dehors des questions d'intelligence artificielle, je serais bien incapable d'y répondre sur ça, mais diriger sa raison en ça n'est pas diriger la raison en termes de contenu, mais en termes de faire l'exercice des capacités du raisonnement lui-même. Donc, on trouve ça déjà chez les jésuites, dans la Ratio Studiorum, mais même dans tous les manuels de logique scolastique du XVIIe et même bien avant. La logique, telle qu'elle est enseignée, c'est-à-dire comme partie de la philosophie, a pour but d'apprendre à diriger sa raison, non pas en termes de contenu, mais à faire l'épreuve de ce que c'est qu'un raisonnement correct ou de ce que c'est qu'un mauvais raisonnement en termes de paralogisme, des syllogismes valides, etc., etc. Mais l'idée là-dedans, ça n'est pas d'apprendre à raisonner sur telle manière ou telle manière. Justement, ce n'est pas de raisonner sur tel objet ou tel objet, mais sur ce qu'il est possible de faire en termes de raisonnement ou pas. Donc, diriger la raison. On aurait pu imaginer par la raison. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire, j'impose pas. Oui. Je développe un débat. Mais de fait, il faut... Oui, bon, après, c'est probablement dû au vocabulaire, je pense, de l'époque. On trouve diriger la raison, c'est un syntagme qu'on retrouve du XVIIe chez Descartes, c'est omniprésent. Diriger sa raison pour trouver la vérité dans les sciences. Donc, diriger par la raison. C'est-à-dire, si c'est pas par la raison, c'est par quoi? Je veux dire, bon.
pas sûr que la différence soit capitale. Alors le débat fait rage et alors Thomas, donc tu es philosophe, IEPien, puisque nous sommes un IEP, j'avais choisi en double cursus d'abord philosophie, après j'avais rajouté un peu de sociologie. C'est des choses qui sont encouragées aujourd'hui, ça devient la norme. Les bons élèves font des parcours bidisciplinaires, donc à AMU, vous avez notamment droit-lettres qui est mis en avant. Dans un IEP, je dirais plutôt droit public, ici à l'IEP, droit privé à l'université, mais bon, les droits-lettres et les droits philo, enfin IEP et philo, c'est aussi adapté. Donc c'est des façons d'apprendre à raisonner, de se construire des références, des modes d'intervention, même des rationalités au-delà des logiques, pour passer du grec au latin. Et ça, c'est des choix que vous aurez à faire. Enfin, pour certains, peut-être pas pour le premier rang. J'aurais juste une question sur un point un peu précis de ce que vous avez dit. À un moment, vous avez fait allusion au nom que donnaient les parents à leurs enfants pour un potentiel but qu'ils voulaient que leur progéniture atteigne dans leur vie. Et moi, je me posais la question que est-ce que ce but et la proportionnalité de succès que ce nom influait sur l'étude d'un individu différencié selon le milieu social où il vit et selon les études qu'il fait après? Oui. Je voulais vous montrer la page de Baptiste Coudmont, mais bon, je n'arrive pas. Lui, il établit des corrélations, donc il prend une base de données de prénoms et la base de données ses prénoms et leurs résultats au bac. Et il voit si statistiquement ça se répartit normalement ou pas, s'il y a des écarts à la norme, et il montre que certains prénoms, effectivement, ont plus de succès au bac. Alors, c'est curieux parce qu'il le fait année par année. Donc, par exemple, Olivier, c'est mon prénom, mais c'était le prénom de mon oncle, ça va en descendant. Donc, il faut passer le bac au plus vite possible pour avoir une bonne note. Enfin, ça c'est non, alors ça c'est pas statistique. Mais bon, il fait des statistiques, des corrélations. Et après, on peut faire tout le travail d'herméneutique, d'exégèse, d'interprétation de ces corrélations en essayant de trouver des liens de causalité. Et là c'est moins les statistiques montrent des corrélations. Après, librement, on peut essayer d'expliquer l'un par l'autre. Et évidemment, il n'y a pas une raison en soi de parce qu'on s'appelle Thomas, on a une meilleure note au bac que parce qu'on s'appelle Olivier. On va pas passer, quand même, on passera en même temps. C'est pas le prénom en soi qui le détermine. Alors, ce que ce serait, il me semble que c'est votre question, le relais de je m'appelle Olivier parce que mes parents avaient tel métier à tel moment, enfin pour la plupart, ou est-ce que c'est la catégorie socio-professionnelle, mais on en revient au métier des parents qui va déterminer le prénom, qui va déterminer les résultats au bac. Et comme je vous disais, il y a plusieurs façons de s'appeler du même prénom, et donc il est tout à fait possible que deux prénoms identiques aient des parents aux professions différentes, et donc un rapport au prénom différent qui explique différemment les résultats au bac. Alors tout ça est fichtrement compliqué, mais c'était pour dire, est-ce qu'on ne peut pas chercher autre chose que la catégorie des parents pour expliquer les résultats des enfants? Est-ce que les déterminismes que vous avez évoqués, sociaux, psychiques, ils sont les bienvenus, le tout étant, là, peut-être avec un statisticien méticuleux, habile et avec les données dont on dispose, parce qu'il faut pouvoir mettre ça en œuvre à l'INSEE, faire des systèmes explicatifs différents. Peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, Olivier, la question que je me posais et qu'on peut se poser quand on lit le programme éducatif de Condorcet, notamment sur la nécessité d'instruire et de ne pas éduquer, dans la mesure où il ne faut pas empiéter sur le droit des parents, c'est ce qu'on trouve dans le premier mot de l'instruction publique, ne pas empiéter sur le droit des parents à éduquer leurs enfants. Mais est-ce que ça ne serait pas là justement un des facteurs, la famille ou le milieu social en dehors de l'école, dans lequel on retrouverait, en fait, alors, oui c'est assez évident, mais le fait que c'est la famille dans laquelle se joue toute la reproduction de capital humain, culturel, financier aussi, et qui fait que cette égalité de droits que pose Condorcet comme étant
le moyen de comparer ensuite les étudiants, les élèves entre eux, est-ce que ce n'est pas une égalité qui est complètement factice? C'est quelque chose qui est un petit peu postulé a posteriori pour pouvoir justifier ensuite, pour pouvoir en fait tout simplement rejouer une sélection qui est très artificielle. Oui, alors ma question en fait plus généralement, c'est comment Condorcet résiste en fait simplement à la critique bourdieusienne ou déterministe. Alors oui, vous avez tout à fait vu juste, Thomas. C'est depuis les années, au moins depuis les années 60-70, depuis l'apparition de la reproduction des héritiers, et même avant Marx un peu, mais il ne portait pas sur le terrain éducatif. C'est Bourdieu qui l'a apporté sur le terrain éducatif. C'est de dire, ben oui, on est tous dans la même classe, mais on n'est pas classés de la même façon. Alors éventuellement, selon le prénom que nous ont donné nos parents ou voir leur nom de famille, puis pour revenir à l'ancien système aristocratique, on n'a pas les mêmes résultats. Et alors Condorcet résiste à la critique, il résiste par ses intentions. C'est-à-dire que l'intention était bonne quand même de mettre tout le monde dans la même classe, mais c'est pas suffisant. Il faudrait compenser, et c'est peut-être le travail de l'enseignant de donner plus à ceux qui ont moins. Alors de ce fait, si on a des enseignants qui sont égalitaires, il y en a pour qui ça devient de plus en plus dur d'être à l'école, parce qu'il faut attendre que soient favorisés les défavorisés. C'est-à-dire qu'eux, ils ne voient que la salle de classe où ils attendent que d'autres soient formés pour être égalisés. Mais dans l'ensemble, c'est mieux. Alors, Condorcet résiste par ses intentions, par le zèle de certains professeurs qui veulent appliquer l'égalité en éducation. Maintenant, oui, vous avez raison, la sociologie dominante des années 80-90, c'est l'école est inégalitaire, faisons quelque chose. Condorcet avait frappé un grand coup, il avait créé l'école. Là, il faut faire mieux, une école plus égalitaire. Et quand on a des écoles inclusives, dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec aussi des personnes en situation de handicap, avec des personnes à besoins particuliers, on a d'autres façons de repenser l'égalité en éducation et en rapport à la performance scolaire. Et alors là, pour le coup, c'est peut-être utopique, mais on peut se détacher en partie de la course à la performance absolue pour un nombre de places limitées. L'école, c'est pas que ça. Il y a aussi, au-delà du lien formation-emploi, un apprentissage du vivre ensemble, une façon d'égaliser, de réunir tous en supprimant les inégalités. Alors j'ai mis à l'écran des prénoms de selon Baptiste Coudmont. Donc vous voyez, attendez. Ah oui. Ma souris dysfonctionne. Bon. Donc, de ce qu'on peut en voir, oui, il me semble que le tableau est complet. Ça, c'est pour le bac 2020. Vous voyez en haut à droite, ça varie d'un bac à l'autre. Donc, pour le bac 2020, la proportion de mentions très bien, avec un grand effectif, c'est-à-dire ce qui est en haut à droite du tableau, c'est plutôt Juliette. En proportion, les Joséphines ont beaucoup de très bien, mais elles ne sont pas nombreuses. Les Léa, elles sont nombreuses à avoir elles sont nombreuses à s'appeler Léa, mais elles ne sont pas forcément très nombreuses à avoir mention très bien. Et donc on peut opposer Juliette à Ayoub ou Amina, Walid. Bon, donc ça c'est. Moi, ma fille s'appelle Amira, hein. Mais bon, on peut faire des classements après des regroupements, etc. Il me semble qu'il y a deux couleurs, il va y avoir hommes et femmes. Et donc après, on peut faire varier, donc on peut chercher son prénom, voir l'évolution entre 2012 et 2020, donc la base de données est limitée. Mais on trouve là une nouvelle façon d'éclairer les inégalités éducatives, en tout cas en termes de performance dans les notes. Pour revenir sur la réponse que vous avez donnée il y a quelques secondes, par quoi il faudrait passer pour obtenir une inclusion totale? Est-ce qu'il faudrait continuer à essayer de trouver une égalité des chances, ou est-ce qu'il faudrait plus se concentrer sur une égalité des positions dans le système éducatif supérieur? Qu'est-ce que vous appelez une égalité des positions? Permettre de resserrer les rangs sociaux pour pouvoir avoir une meilleure inclusion et accéder plus facilement aux grandes écoles. Oui, l'égalité des positions, c'est mieux que l'égalité des chances, c'est l'égalité des chances réalisées. C'est ça qu'il faut viser. Il faut faire attention à la réussite sociale et aux dégâts psychiques. C'est-à-dire que inclusion, ça vient de chlore,
C'est un enfermement. Hein. Donc ça peut être une difficulté d'être inclus avec d'autres qui sont différents. Et donc à un moment donné, on avait l'égalité des chances, on le réalise parfois dans la douleur, en travaillant beaucoup pour avoir une égalité des positions, et on se sent enfermé avec des gens qui sont très différents. Et ça peut être des drames psychiques, certes des réussites sociales, mais vécues plus ou moins différemment. Donc l'égalité à tout prix, oui, c'est des bonnes intentions, il faut voir tous les paramètres. Et jusqu'où on veut être aussi égaux que les autres. Bonsoir. Merci d'abord pour cet exposé, très intéressant. Moi, j'ai une question au sujet de l'éducation morale. Depuis que vous en parlez, Jules Ferry supprime l'éducation religieuse à l'école, instaure l'éducation morale, tout est avec ces phrases qui étaient écrites au tableau, dont il fallait discuter tous les matins en entrant. Cette éducation morale, elle a suivi l'école jusqu'à maintenant. On a toujours le CM ou l'EMC, je ne me rappelle plus, ça fait 4 ans que j'ai lâché l'affaire, mais il y a l'éducation morale et civique qui est faite à l'école actuellement. Il y a eu un passage de l'éducation, le ministère de l'instruction publique au ministère de l'éducation nationale dans les années au milieu du siècle dernier. Quel statut vous donnez à cette morale-là? Parce que vous dites l'école c'est de l'instruction, mais c'est aussi de la morale et c'est aussi de la construction de valeurs, c'est aussi de la construction de la citoyenneté, mais d'une manière de vivre et de penser qui va servir l'État, qui va permettre de construire des tas de choses. Mais ce mot-là existe toujours et est revenu dernièrement dans le programme sous ce statut de l'éducation morale. Donc quel est ce statut par rapport à ce que vous dites l'école instruit et l'éduque pas? Alors, oui, merci de votre question. Pour Condorcet, c'était une affaire d'instruction. Il y aura le ministère de l'Instruction publique. Là, votre question, c'est en plein dans le ministère de l'Éducation nationale avec une éducation civique et morale qui reste mineure dans le nombre d'heures d'enseignement, mais qui est présente à l'école. C'est peut-être un problème très français, dans le sens qu'avec notre État individualiste, républicain, on est tous égaux face à la nation et ce système méritocratique pour des positions, etc. Et on se rend compte, maintenant que notre pays est en Europe, et l'Europe elle-même est dans un monde multicivilisationnel, etc. On a eu longtemps l'exemple des États-Unis avec un modèle communautaire, où il y a différents types de morale et de mœurs, ce sont les communautés. Et ça, c'était beaucoup plus toléré à l'école. Donc on a voulu à un moment donné revenir un peu sur l'idéal individualiste républicain, où c'est tous égaux et les mêmes mœurs et la même morale par rapport à l'État. Je suppose que le ministère et les politiques publiques suivent sur le long terme l'harmonisation des mœurs mondiales avec des sociétés qui s'imitent les unes avec les autres, donc la France par rapport au monde anglo-saxon pendant un moment. Est-ce que le système tous les mêmes mœurs dans l'éducation nationale pour être des Français tous identiques, etc., perdurera? Ça, je ne sais pas. Je ne pourrais même pas dégager de tendance de tout ça. Du coup, pour revenir sur les prénoms, il n'y a pas aussi l'idée des prénoms qui sont stigmatisés par la société et du coup, parce que la société perçoit un prénom de telle manière, l'enfant va être éduqué à correspondre à son prénom en quelque sorte et du coup, ça se retrouve sur une vague. Alors, c'est très vrai, vous posez une question goffmanienne sur les stigmates et sur jouer son rôle. La société est un théâtre, on nous assigne un rôle par le prénom et on va le jouer. Et là, pour le coup, on est en plein dans... Si c'était le projet des parents, mais peut-être que les parents n'avaient pas ce projet-là, etc. Oui, c'est très moderne, hein. On parle de cette question-là pour tout type de catégories, y compris les catégories, les maladies. Donc si on a un diagnostic, on va jouer son rôle. Et donc il ne faudrait pas donner de diagnostic. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas donner de prénom? Comme ça, il ne jouera pas son rôle. Bon, on peut pousser la logique jusqu'à l'absurde, mais il faut peut-être s'en détacher. Mais c'est difficile de se détacher de son prénom, ça demande peut-être des explications, etc. Et puis ça sous-entend quand même qu'on accepte le stigmate. Alors bon, c'est sûr que quand il est jeune et quand il est répété dans tel milieu, c'est plus difficile. Mais on peut, je reste optimiste, surmonter ce qu'on voudrait nous assigner pour affirmer soi-même la façon qu'on a de... Alors,
pour son prénom, hein, puisque c'est l'exemple, de comprendre son prénom et de ce qu'il voulait dire initialement. Pour prolonger sur éducation et instruction, est-ce que le fait de la laïcité, qui n'a pas encore été prononcé, est-ce que ça ne résout pas le problème, à savoir que dans un État laïque, les religieux étant dehors, étant de leur structure d'éducation, et tout le reste, la morale, et de l'ordre et de l'ordre de ce qui s'éduque, de ce qui s'enseigne. Est-ce que ça ne résout pas le problème actuellement? Monsieur Larrey, je vous ai perdu, mais je vois que l'auditoire acquiesce, donc je suppose que vous avez raison. Est-ce que le fait qu'en France, la laïcité soit un principe pour l'État et pour l'éducation, donc, mais la religion de côté, et s'occupe de tout le reste, y compris la morale? Oui, ben, c'est-à-dire, comment dire, l'État est venu sur la pointe des pieds, en disant, vous en faites pas, nous on va se charger que de mathématiques, des sciences physiques et naturelles, et puis on va laisser de côté la religion, c'est à l'extérieur, et puis maintenant, bien installé, X n'est plus un sobriquet, mais quelque chose de dominant pour une partie de la population, on s'arroge aussi la morale, et donc l'État prend en charge par l'éducation nationale aussi la morale, donc c'est peut-être une façon de voir comment ces institutions se sont emparées du pouvoir à travers le temps. Oui, il faut à définir ce que ça veut dire morale républicaine. Est-ce que c'est pas une morale purement négative ou du moins quand Condorcet délègue les questions d'opinion dans lesquelles il met la morale, la religion, non pas dans l'instruction mais dans l'éducation, c'est-à-dire dans les familles. L'idée c'est en déléguant ça dans les familles, c'est-à-dire en maintenant la diversité des opinions dans la diversité des familles. L'idée, c'est de dire que finalement, quand ces enfants-là viennent à l'école, cette diversité se met à l'épreuve. Je me rends compte que finalement, c'est ce que Condorcet écrit, hein, on se rend compte que tous n'ont pas les mêmes opinions, tous n'ont pas le même système de valeurs. Ce qui montre bien que le système de valeurs en question n'était pas universel. Donc l'école, la double vie que propose l'école de Condorcet entre l'école et la famille, elle permet justement cette confrontation et des opinions qui montrent que l'opinion éduquée dans le cercle familial n'était pas universelle. Alors si morale républicaine il y a, si morale condorcétienne il y a, est-ce que ça serait passé là? J'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de Condorcet, mais peut-être pour répondre un peu plus à votre question, ça serait, en tout cas, ça serait, dans une perspective de Condorcet, ça serait plutôt celle-là. C'est ce qu'il écrit en tout cas dans les mémoires de l'instruction publique. Chacun s'aperçoit que sa croyance n'est pas la croyance universelle. Mais pour s'apercevoir que sa croyance n'est pas la croyance universelle, il faut encore la confronter à une diversité. Cette diversité, elle est rendue possible dans un espace qui est l'école laïque. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'école enseigne des savoir-faire, des savoir-être, des valeurs, et que l'école néo-condorcienne, en quelque sorte, ce serait contribuer à former un citoyen éclairé, critique et engagé? Alors éclairé, oui, pour Condorcet, c'est le siècle des Lumières, etc. Libre aussi, du fait des valeurs qui très tôt ont été définies par la République. Engagé, c'est critique. Ah, critique. J'ai pas beaucoup souvenir de cet emploi du terme dans les différents textes de Condorcet, mais ce serait une façon moderne de le voir, et engagé. Et engagé. Oui, si on peut dire ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis dans une association qui s'appelle le Réseau universitaire pour la formation et l'éducation à un développement durable pour une citoyenneté éclairée, critique et engagée. C'est pour ça que c'est quelque chose pour lequel je m'investis aussi. Une question encore peut-être? Nicolas, non?
Madame. On a encore un petit peu le temps, oui. Pour revenir du coup sur ce que vous disiez par rapport au fait que l'école éduquait, etc., est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'elle éduque, mais sous le prisme de ce qu'on voit, dans le sens où, par exemple, la République, elle va éduquer un modèle républicain, tandis que, par exemple, dans des régimes autoritaires, on va éduquer au régime autoritaire. Est-ce que l'école, c'est vraiment un moyen d'ouvrir l'esprit, ou c'est un moyen d'ouvrir l'esprit sur ce qu'on veut nous faire ouvrir? Là, c'est clair. Oui, mais c'est très bien de remettre en question le système scolaire et son asservissement parfois aux politiques, et en particulier dans les mondes totalitaires. Je suppose qu'au lycée, vous avez très bien vu ça, avec Hannah Arendt, etc. Condorcet s'y refuse tout en le faisant, en disant qu'il faut qu'il n'y ait pas de corporation de maîtres, que ce soit une fonction publique, certes, mais qui soit là pour transmettre les lumières des savants et pas au service de la politique qui dirait donc la moralité qu'il faudrait choisir. Mais bon, le XXe siècle a montré que l'école était un lieu, alors j'allais dire endoctrinement, dans l'université c'est un peu particulier ce terme-là, mais c'est quelque chose qui a servi à conditionner, à fabriquer des esprits en bien comme en mal. Et donc c'est la question de vers où on conduit les gens, et qui dit où conduire. Alors c'est le rôle du politique de décider. Alors après le politique c'est une question complexe, hein, peut théâtraliser avec un système électoral qui met en avant des figures qui, au fond, ne vont pas tant décider que ça, les ministères travaillant par eux-mêmes à produire les textes et s'inspirant des mœurs de l'époque et des différents groupes de pression. Donc le politique, c'est quelque chose que vous allez étudier, mais qui est plus complexe que simplement c'est un tel qui a décidé. Le poids des relations internationales, tout ça fait que l'histoire a plus de poids que les individus, fussent-ils politiques, à un moment donné. Oui, bonjour, merci. Je voulais savoir, est-ce qu'on connaît les influences intellectuelles de Condorcet? Quels étaient les fondements épistémologiques de sa pensée? Cher Adrien, je pêche par mes connaissances. C'est un mathématicien, donc c'est quand même quelqu'un qui a travaillé d'abord et surtout sur des questions abstraites. Chez les jésuites, je suppose qu'il a été formé à ce qu'on appelait l'humanisme chrétien. Bon, voilà, l'étude des textes anciens et la pratique du grec et du latin, donc ça c'est sa jeunesse, mais il a été repéré à 16 ans comme mathématicien. Donc après, il y a eu des influences. Alors les philosophes des Lumières, lui c'est les Lumières tardives, il vient dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, mais il a lu Rousseau, il a lu Voltaire, il a lu Diderot. Il a édité Pascal. Il a édité Pascal, merci Thomas. Donc ça fait partie de ses influences. Pascal c'était un mathématicien, Diderot aussi. Donc il y a des affinités de pensée. Quand on le lit, il y a aussi une clarté, un souci de la précision qui est peut-être moins littéraire que Voltaire. Après, pour tout ce qui est l'abolition de l'esclavage, l'égalité homme-femme, est-ce que c'était ce qui se disait dans les salons? Est-ce que c'était ce qui s'était écrit aux États-Unis? Je ne saurais pas dire. En tout cas, il a assurément des lumières. Ça, c'est sûr que c'est pas un anti-lumière. Mais tardive. Des questions? Une fois, deux fois, trois fois. Et il nous reste à remercier Olivier et Thomas. Et